Bonjour tout le monde. Du coup, je me présente, je m'appelle Laura, je suis médiatrice santé père sur le service Ligne 37 qui a été créé donc en octobre de l'année dernière. C'est un service médico-social qui vient donc du MA en coopération avec Alinéa et Capso. Donc, on vient particulièrement en aide en rue directement auprès des mineurs non accompagnés et jeunes migrants jusqu'à 30 ans. C'est possible d'avoir. Oui, c'est le diapo. Ouais. Alors, on va vous partager un diapositive. C'est là. Je le vois assez. Oui, sinon je l'ai sur le téléphone. On est une équipe mobile pluridisciplinaire avec une médecin à 20%, une psychologue à 80%, une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, un éducateur SP qui vient de Capso, moi, donc médiatrice santé père qui vient du MA, l'éducatrice PJJ donc vient de la PJJ, et qui c'est que j'ai oublié, un coordinateur, bien sûr, et une infirmière. Voilà, on accompagne donc du coup ces jeunes. Ah mince. Alors, moi, je suis vraiment pas douée là-dedans. Il y a. Donc, c'est ça. Oui, oui, pardon. Du coup, on accompagne l'équipe, elle est pluridisciplinaire, ce qui permet d'avoir plusieurs références, d'être adapté aux différentes problématiques de ces jeunes, que ce soit sur la santé, sur le judiciaire, sur l'accès aux droits, sur aussi la régularisation, c'est un peu plus compliqué. On part du principe d'un accueil, on est toujours en rue, là, on n'a pas encore de lieu de répit, on est toujours en rue, anonyme, avec une libre adhésion et surtout le non-jugement. On est bien conscient que la plupart de ces jeunes, ils ont un parcours migratoire très, très compliqué et qui sont en errance ici en France, que c'est pas toujours facile. Le projet, il s'inscrit dans une démarche de recherche. Euh, voilà, on a une approche globale et adaptée, centrée sur les besoins, les connaissances expérientielles et les capacités des personnes, c'est-à-dire que connaissances expérientielles de chacun des membres de l'équipe. Et on reste alerte sur les différents phénomènes d'emprise, que ça soit médicamenteux ou on peut parler des emprises au niveau des réseaux. Voilà, des réseaux on parle de traite d'êtres humains dans ces cas-là. Euh, voilà. Nous, notre principe en rue, c'est d'abord l'accès aux soins parce que c'est particulièrement une des premières demandes, accès aux soins de base, donc dentiste, médecin. Euh, on a beaucoup de jeunes qui se bagarrent, qui ont des grandes plaies, donc redirigés vers les services de soins, précarité comme les cibles quand il n'y a pas d'aide médicale d'État. On initie aussi les AME quand ils passent pas par les urgences ou par les passes en premier. Ensuite, on redirige vers le droit commun. Le regard médico-psychologique dans l'équipe, c'est l'infirmière, le médecin, la psychologue et du coup un peu moi, de par mon parcours de rue et des connaissances des structures qui existent. Euh, on a la médecin qui consulte tous les mardis, ou en tout cas, elle peut consulter avec l'aide du CARU de Post Diabolo. On a accès à une salle de soins, donc ça, c'est plutôt bien, tous les mardis après-midi. Beaucoup de jeunes sont en demande ces jours-là et attendent souvent la médecin qui est arabophone, donc ça nous aide beaucoup, qui a aussi une bonne connaissance du coup du public. Et ça aide beaucoup aussi dans le lien ou dans l'échange qu'elle va avoir avec eux. C'est super important. Suivi médical est partagé, donc du coup, le SUAL est d'Argely. Souvent, ce qui se passe, c'est que euh, s'il y a une demande au niveau odonto avec des consommations, on explique aux jeunes que au Vinatier, il y a le SUAL où il peut consulter une médecin, il peut parler de ses problèmes, enfin, il peut parler de ses consommations.
et ensuite voir un médecin, un dentiste de la passe. Euh, on est sensible, du coup, on reste hyper alerte sur les risques d'emprise liés aux usages médicamenteux comme la prégabaline, forte consommation de prégabaline avec ces jeunes-là. On a aussi vu de la cocaïne et beaucoup de tramadol. Voilà, pas mal de médicaments avec du cannabis. Et effectivement, on a un partenariat quand même assez privilégié avec le SUAL qui propose vraiment une prise en charge niveau addicto. Et du coup, le dentiste aussi permet un bon lien. La passe, elle permet quand même un bon lien. Et ensuite, Dargeli qui fait la coordination des jeunes jusqu'à 25 ans. Nous, c'est jusqu'à 30 ans. Voilà. Après, au-delà de 30 ans, on oriente quand même. On laisse pas les gens enfin, sans les aider ou sans au moins les orienter vers les dispositifs de droit commun. Euh, voilà. Euh, je vais relire, je vais essayer de modifier un peu. En fait, en résumé, ces jeunes-là, ils multiplient les facteurs de vulnérabilité sur le plan psychosocial, psychiatrique et addicto. Ils ont vraiment un parcours migratoire qui peut être très différent les uns des autres, mais qui est toutefois très traumatisant quand même. On a eu des témoignages de jeunes qui ont vu mourir tous leurs copains sur le bateau, sauf eux. On a des témoignages de jeunes qui ont vu mourir leur famille en Algérie ou leurs amis ou leurs frères se faire tuer devant eux. Et ça, on a bien conscience que du coup, l'approche qu'on va avoir, la posture qu'on va avoir en rue, il va falloir l'adapter justement au traumatisme qu'ils ont subi. Donc voilà, leur prise en charge, elle doit être globale, forcément un peu complexe parce qu'on peut se retrouver face à des problèmes institutionnels, surtout pour la régularisation, ou même parfois l'AME, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont pas leur passeport sur eux, parce qu'ils prennent un risque quand ils ont leur passeport sur eux. Donc quand on leur demande de venir à la CPM, parce que la CPM demande obligatoirement le passeport pour prendre rendez-vous pour le dossier AME, on est conscient qu'ils prennent un énorme risque sur le trajet de là où ils sont jusqu'à la CPM. S'ils se font arrêter sur ce trajet-là avec leur passeport sur eux, en général, c'est avion. Donc, c'est assez complexe et ça ne peut pas relever effectivement que de nous. On a besoin d'être quand même plusieurs services pour ces jeunes-là. Euh, voilà. Dans l'allée vert, c'est aussi la multiréférence de l'équipe qui va faire une force en rue. Par exemple, sur le collègue arabophone, la culture que lui va nous apporter, ça va nous aider. Donc voilà. Je vais prendre le cas d'un jeune qui s'appelle Amir. On l'a rencontré donc en mars 2023, début mars 2023, avec tout de suite une demande de soins de sa part. 15 mars 2023, on l'a amené au SUAL d'Argely. Et du coup, coopération des trois services pour ce jeune-là. Malheureusement, il est détenu au CRA pour l'instant. Mais voilà, on reste quand même beaucoup en lien sur ces jeunes-là. Développé sur la permanence de soins. Donc voilà, moi je suis donc Aurélie Lancio, je suis médecin et donc je travaille au SUAL Ovinatier. Pour reprendre un peu peut-être la chronologie, pardon. Donc cette permanence de soins, à la base, elle a été pensée vers l'automne 2021. C'est reculé, pardon. Voilà, automne 2021. Alors, il y a eu plusieurs initiateurs, mais principalement, il y a une publication d'un rapport qui a été fait par le CARUT de Lyon Post-Diabolo, qui décrivait un peu les mésusages de médicaments chez cette population de mineurs non accompagnés ou de personnes isolées, de migrants isolés. Et à la suite de ça, il y a eu des demandes de financement pour développer un projet de coordination de soins d'Argélie. Donc ça a pris un peu de temps. Et en parallèle, en novembre 2021, il a été débuté une permanence d'accueil de soins au service d'addictologie du Vinatier, donc au SUAL, qui veut dire service universitaire d'addictologie de Lyon, parce que c'est peut-être pas très évident pour tout le monde. Initialement, cette permanence de soins, elle était mensuelle. C'était tous les mercredis après-midi de 14h à 16h. On accueillait sans condition les jeunes. Assez vite, on s'est rendu compte que la fréquence mensuelle, en fait, on les perdait parce que
Clairement, quand on leur dit, bah voilà, c'est bien, on a évoqué des choses, on se voit dans un mois, ça leur parlait pas du tout. Ils sont quand même beaucoup dans l'immédiateté. Il y a plein de choses qui se passent qui peuvent les faire partir et leur faire même quitter la région. Donc, on est passé à une fréquence du coup hebdomadaire et du coup, cette permanence de soins depuis mai 2022, elle est tous les mercredis après-midi au Vinatier, avec l'accueil par mois ou les autres médecins du service. Voilà. Globalement, pour prendre un peu ce qui nous oriente ces patients, donc là, ça permet de voir un petit peu aussi que qui on accueille. Quand on regarde un peu qui nous oriente, on voit qu'on a pas mal d'orientation par l'aide sociale à l'enfance de façon générale, ce qui veut dire qu'on accueille aussi bien des mineurs, donc des jeunes qui ont été reconnus comme mineurs, qui sont pris en charge dans les différents dispositifs de la région lyonnaise. On a aussi des orientations par la PJJ, alors autant que possible, avec également des obligations de soins qui viennent nous voir sur la permanence de soins. On a aussi les différentes équipes mobiles qui travaillent sur la région lyonnaise qui peuvent nous orienter des jeunes. On a les passes, donc à la fois les passes somatiques, à la fois les passes psychiatriques. Les orientations des passes, généralement, du coup, c'est des majeurs. Jusqu'à présent, on peut nous aussi prendre en charge des jeunes. Enfin, sur la permanence de soins, on a aussi des personnes qui ont plus de 25 ans, voire plus de 30 ans qui peuvent venir, même si ça reste à la marge. C'est peut-être des choses qui vont se modifier parce qu'effectivement, l'intensité l'intensité des gens qui viennent consulter est plus importante, qu'il va falloir qu'on revoie peut-être nos critères d'accueil. C'est des choses qu'on est en train de discuter. On a également des orientations par la station, qui est une structure du coup sur Lyon qui accueille les jeunes qui sont en recours de reconnaissance de leur minorité, donc avec un statut qui reste encore flou, et donc des orientations par la ligne 37. Donc, à la fois des profils assez différents, des statuts administratifs aussi différents, des gens qui ont été reconnus mineurs, qui par conséquent ont des droits sécu notamment, et d'autres qui sont en attente de cette reconnaissance de minorité et d'accès aux droits, et d'autres pour qui l'accès aux droits est vraiment une question, voire quasi une impossibilité, notamment pour cette population de jeunes Algériens, on ne va pas se mentir. Voilà. Pour voir un petit peu concrètement quels sont les produits qu'on voit. Là, je vous ai mis un peu des pourcentages. On a reçu à peu près 80 et quelques patients. Il y a quand même une majorité assez importante qui viennent pour des problématiques de médicaments, plus de la moitié, on va dire simple. Vraiment prégabaline, Rivotril. Je précise cela parce que c'est vraiment, eux, ils viennent en disant c'est ça mon problème, c'est pour ça que je vais être prise en charge. Globalement, nous ici sur Lyon, c'est quasiment que des Algériens. Je sais que selon les territoires, ça peut varier. On peut aussi retrouver, notamment à Paris, je crois, il y a un peu plus de Marocains qui sont présents. Nous, vraiment, dans les chiffres, c'est que des Algériens. Le pendant de ça, c'est que moi, notamment sur la permanence de soins, j'ai une interprète arabophone qui est là tout le temps. C'est quasi tout le temps la même. Et ça permet aussi de travailler en binôme et de créer aussi une relation de soins qui est quand même assez précieuse. Et du coup, essayer de travailler autour de cette relation avec le médicament, qui est compliqué, parce que déjà, il faut venir déconstruire l'image qu'il y a à ce médicament, parce qu'ils sont extrêmement accrochés à ce produit en disant que c'est mon médicament, on me l'a prescrit, parce que souvent c'est vrai, c'est des médecins qui l'ont introduit. Et donc, c'est vraiment leur bouée de sauvetage qui leur permet un peu de soutenir leur quotidien, essayer de transformer cette image du produit en disant c'est un médicament, mais ça peut être dangereux, regarde les risques que ça te fait prendre. C'est déjà tout un travail initial à faire avec eux qui demande pas mal de temps et surtout jongler avec les demandes parce que une grosse partie des demandes, c'est quand même venir chercher la prescription. Il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut leur apporter d'autre ou au-delà de cette prescription. Voilà, là, juste pour voir aussi, il y a 84% qui consomment du cannabis. Ça veut dire que globalement, tous ceux qui viennent pour des consommations de médicaments, ils consomment aussi du cannabis. Mais ce n'est pas leur souci. Ça, par contre, la consommation de cannabis est extrêmement banalisée et ce n'est pas vu comme quelque chose qui doit être pris en charge. Et aussi, on a pour le coup vraiment des demandes de prise en charge pour un arrêt de cannabis sur un autre type de population, souvent plus jeune, avec le cannabis qui vient gêner un peu l'accès aux cours ou l'accès au travail. Donc ça, c'est l'autre catégorie de jeunes qu'on peut avoir. On a également 16% qui consomment de la cocaïne, mais comme ça a été décrit par Laura, où là, pour le coup, c'est aussi des polyconsommateurs qui, généralement, ont commencé avec des prises de médicaments. Et ça a fait les entrées dans des autres consommations de produits. La consommation de cocaïne
arrive. Nous, c'est quelque chose qu'on voit apparaître depuis, enfin en tout cas moi, c'est ce que je vois apparaître depuis assez récemment sur ma permanence de soins. Ça fait 1 an que vraiment il y a des consommations de cocaïne qui deviennent vraiment importantes, qui s'intensifient, ce que je voyais moins avant. Peut-être parce que c'est ma population aussi qui a changé, mais voilà, en tout cas c'est ce que je constate. On a aussi des demandes pour de l'alcool, exclusivement pour de l'alcool. Et comme vous pouvez le voir, ils fument quasiment tous. On a des fois des demandes pour des prises en charge exclusivement liées au tabac. Mais voilà, généralement, il y a un peu le combo de base, c'est Lyrica, cannabis et tabac. C'est ce qu'on va retrouver vraiment sur les demandes des patients et sur les prises en charge. Voilà ce que nous, on peut voir. Je crois que c'est voilà, pour reprendre un petit peu la suite, qu'est-ce qu'on a fait avec Amir une fois qu'il est venu ici à la consultation. Tout le travail déjà, ça a été de le faire revenir. Ce qui a été très compliqué avec Amir, c'est qu'il y avait des problématiques somatiques et que c'était vraiment ça qui était au premier plan. Du coup, ça a été compliqué de travailler de la dicto et surtout que, comme ils ont des conditions de vie extrêmement précaires, peut y avoir l'environnement est extrêmement intrusif dans le soin, c'est-à-dire que il vient un jour, il s'est fait voler tout dans son squat, il vient un jour, il s'est fait agresser, il s'est fait poignarder, et ça, effectivement, ça vient parasiter la consultation, entre guillemets, parce qu'évidemment, c'est des choses qui viennent beaucoup l'activer émotionnellement, et ça, c'est des choses qui sont compliquées. Et en tout cas, sur les prises de produits, voilà, ça fait vraiment la balance où des fois on arrive un petit peu à avancer, sauf que il se passe des choses dans sa vie qui font que là le produit reprend un peu sa place initiale et qui devient très importante. Donc pour Amir, moi ça fait partie des patients chez qui j'ai décidé de prescrire, donc on n'est pas contre la prescription de Lyrica, de prégabalin. Moi je me mets des limites pour pas trop dépasser l'AMM, je mets des limites également de temps, je mets des limites de délivrance à la pharmacie, à la fois pour eux, mais aussi pour moi, on va pas se mentir, parce que c'est moi qui suis responsable de mes prescriptions, mais également pour eux, parce que mine de rien, le fait d'avoir beaucoup de médicaments sur eux, c'est quand même des choses qui se vendent, ça en fait potentiellement aussi des cibles. Donc ça, c'est des arguments pour pas qu'ils se retrouvent avec 3 mois de médicaments sur eux, parce qu'ils sont effectivement plus à risque de se faire agresser, c'est un fait. Donc voilà, un suivi qui est compliqué parce que comme on l'a fait remarquer, il y a eu pas mal d'interruptions avec Amir, avec des allers-retours en prison, des allers-retours au CRA aussi. Et là, c'est tout le travail un peu de coordination, d'aller toquer à la porte pour voir où sont ces jeunes, que moi, je n'ai pas le temps de faire. Et du coup, c'est comme ça que le dispositif d'Argélie a été mis en place parce qu'effectivement, c'est une population très volatile et qu'il faut savoir solliciter pour la ramener aux soins parce que c'est pas par manque d'envie, mais c'est parce que aussi par les conditions dans lesquelles ils évoluent. Et puis d'Argélie, comme ça a été évoqué par les collègues, c'est en quelque sorte le petit frère de permanence de Soal et de la ligne 37. Et a commencé en février 2023. Et c'est un partenariat, d'ailleurs, entre l'association Le Mans et le SOAL du Vinatier, Service universitaire d'addictologie de Lyon. Et donc, on a commencé en février pour créer ce dispositif qui leur a comme mission de coordonner le soin de ce public et puis être à l'interface entre le social et des travailleurs qui travaillent sur le terrain avec ce public et le soin. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir assurer la continuité du soin et gérer les ruptures aussi, parce qu'il s'agit d'un public qui est très fragile et très vulnérable au niveau des ruptures avec le soin, aussi bien que pour arriver jusqu'à le soin et être pris en charge. Je donne un peu le cadre d'Argélie au niveau de public et au niveau des soins, parce que c'est un petit peu différent ou un peu plus large, je dirais, pour certains points, par rapport de la ligne 37 et les permanences de soins, de SOAL. C'est un accompagnement en réseau pour l'accès aux soins en addictologie. Donc, ça, c'est pratiquement le même public qui est à la ligne 37 et au SOAL, mais aussi pour les soins en psychiatrie, soins psychiatriques. Donc,
là, c'est peut-être un public un peu différent ou en tous les cas, le public qui est concerné par des soins en psychiatrie n'est pas forcément concerné par des soins en addictologie. Et pour rester dans la thématique de ces webinaires, je vais focaliser sur le public concerné par les addictions. Et donc, c'est des jeunes entre 15 et 25 ans, donc les mineurs et les jeunes majeurs, et puis avec un parcours migratoire, en errance, et puis dans la métropole de Lyon. Donc, ça, c'est le cadre du public qu'on peut accompagner à Darjeeling. Et on travaille en partenariat avec la plupart de structures concernées par ces publics. Et à la base, au-delà de la ligne 37 et le SOAL, c'est la MEOMI, le CMAE et les autres structures comme le Terami, l'AMNA, le foyer d'hébergement, le CADA, différents CADA, et d'autres structures qu'on essaie de se mettre en partenariat pour qu'ils puissent nous orienter les jeunes. Et l'idée à la base, c'était de faire venir les jeunes au bureau de Darjeeling qui est au Vinatier, dans le même bâtiment que le SOAL, donc les permanences d'Aurélie Lanceux, et puis de pouvoir parler avec eux, de leur proposer des soins, et puis de les inscrire au Darjeeling pour qu'ils puissent créer ensemble un projet personnalisé de soins, que ça pourrait être mis en place au niveau de prise en charge tout de suite ou plus tard, si quand le jeune n'est pas préparé d'être accompagné pour les soins en addictologie. En même temps, une fois que le jeune est pris en charge, on essaye de garder contact parce que souvent il a des rendez-vous non honorés. Souvent, le jeune se trouve en prison, en rupture avec le service social aussi. Donc, il y a trois catégories, je dirais, de jeunes, voire plus. Et il y a des jeunes qu'on suit à Darjeeling de près, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils ont un rendez-vous, soit à ailleurs, on est en contact, soit par téléphone, soit avec un rendez-vous en présentiel au bureau de Darjeeling pour faire le point. Il y a d'autres qui n'ont pas besoin de ça ou qui sont pris en charge ailleurs. Donc, du coup, on essaie de garder contact par SMS, par email, par téléphone et de temps en temps en présentiel. Et il y a une partie de jeunes qui peut-être on les a vus une ou deux fois, mais après on a perdu de vue, de contact, on n'arrive pas à les joindre en tous les cas. Et là, on essaye aussi de lancer des recherches. On essaie de les appeler, d'envoyer des messages, de parler avec les différentes structures d'accompagnement ou de social, de soins pour prendre leurs nouvelles. Et puis d'essayer de reproposer de venir d'abord à Darjeeling pour un rendez-vous et après peut-être pour un rendez-vous avec un médecin. Donc ça, c'est la base de notre travail et on essaye de travailler aussi avec les équipes de soins, donc notamment au-delà du SOAL avec la PAS, les différents PAS aussi, mais principalement la PAS du Vinatier, où on est en contact, on est dans le même bâtiment aussi, et puis on peut accompagner les jeunes. Souvent, on travaille avec la PAS et avec le service d'odontologie du Vinatier, surtout pour les jeunes pour certains jeunes qui ça peut être la porte d'entrée aux soins, parce qu'ils ne vont pas forcément accepter d'être pris en charge en addictologie tout de suite. Donc, du coup, en proposant des soins parallèles, ça pourrait être la porte d'entrée de se mettre en lien avec nous. Donc, pour cette raison, on peut proposer aussi des soins somatiques. Souvent, ça arrive, à part le dent, ça arrive très souvent, ça peut être des soins dermatologiques, par exemple, que ça arrive souvent assez public d'avoir des problèmes avec la peau. Et puis, on a mis en place, on a commencé de mettre en place d'autres méthodes de travail comme le groupe. On organise des groupes de parole. On va commencer à les mettre en place à partir du mois de décembre. Et avec les différents partenaires comme le Caroud Post Diabolo, l'Orsper Samdara et d'autres partenaires, le Secours Populaire peut-être, d'autres partenaires qu'on est en train de travailler avec pour mettre en place des présentations de groupes, des journées de sensibilisation.
Et il y a aussi une intervention de ma part à la maison d'arrêt de Corba tous les 15 jours pour que je puisse voir les jeunes qui vont bientôt être libérés afin de leur proposer un rendez-vous d'Argélie pour ensuite les accompagner vers le soin. Et et puis il y a d'autres, comme l'Argélie en phase d'expérimentation encore cette année, on essaye aussi de réfléchir sur d'autres projets au niveau de l'équipe aussi. Actuellement, on est deux qui travaillent dans l'équipe de Dargeli. Donc, il y a ma collègue qui est infirmière référente de soins et puis moi-même qui suis coordinateur de parcours de soins de profil travailleur social éducateur. Et on travaille de très près avec Aurélie Lanceux qui fait de permanence sociale et l'interprète aussi arabophone. Donc, on constitue une équipe. Et puis, en effet, pour les jeunes concernés par les addictions, avec la ligne 37. Et je veux revenir à Alexandre Damir, un jeune qui est accompagné aussi par Dargeli. Et c'est un jeune que je rencontrais très tôt, quand j'ai pris mes fonctions d'Argélie, à la salle d'attente de Soal. Et il était accompagné par le collègue de la ligne 37. Je commençais à lui parler, il parle français, mais très peu. La communication n'est pas toujours fluide au niveau en français. Mais ce jour-là, je proposais de le voir et l'interprète n'était pas disponible parce qu'il était en consultation avec Aurélie Lanceux. Et on a pu communiquer quand même. J'ai pu le faire comprendre, de l'expliquer qu'est-ce que c'est le Dargeli et que je suis là pour être son référent de soins, quelque sorte. Ou avec différentes méthodes, avec quelques dessins, puis avec l'application de différentes méthodes de communication, on a pu se comprendre. Et puis, il est revenu la semaine d'après. Cette fois, un rendez-vous avec l'interprète où on a pu faire son inscription à Dargeli. Je proposais le rendez-vous chaque fois qu'il avait un autre rendez-vous, soit pour les dents, soit avec Aurélie Lanceuse au SOAL, donc au Binatier. Donc, on a commencé de créer ce lien. Il a commencé de nous faire confiance. Et à un moment donné, il a commencé même à nous appeler lui-même avec souvent son accompagnateur arabophone de la ligne 37 pour vérifier qu'il a bien un rendez-vous le lendemain ou pour nous dire qu'il avait un accident et il a besoin de soins. Et donc, il a commencé de nous appeler spontanément comme ça et de venir plus souvent, beaucoup plus souvent au Vinatier. Jusqu'au moment après qu'il se trouvait au CRA, au Centre de rétention administrative, ou en prison. Et donc, qu'il a pu aussi nous appeler ou on a pu se mettre en contact avec les équipes de soins dans ces établissements pour faire les liens par rapport à ce soin, les soins qu'il reçoit au SOAL. Donc, c'est un jeune qu'il est arrivé qu'aujourd'hui, il arrive d'identifier Dargeli comme un dispositif de ressources. Aussi bien que la ligne 37, que c'était le premier contact qu'il avait avec l'accompagnement vers le soin, et puis le soin, le docteur Lanceux. Et voilà, je pense que oui, c'est au niveau du dispositif d'Argélie, on est en train d'évaluer différentes situations et de progresser dans cet accompagnement. On apprend beaucoup de choses par rapport de difficultés d'accompagnement de ces jeunes. Je fais aussi le lien aussi pour parler un petit peu des freins et les difficultés qu'on a dans les trois dispositifs dans cet accompagnement. Donc, moi, peut-être je vais commencer et une des difficultés que je savais déjà avant de commencer à travailler avec les jeunes d'Argélie, c'était la difficulté d'accompagner les jeunes, de les faire venir au Vinatier. Pour certains, l'hôpital psychiatrique, l'hôpital tout court, mais l'hôpital psychiatrique encore plus, les soins en psychiatrie et en addictologie, en effet, et c'est stigmatisant, c'est un tabou, culturellement, ça peut être compliqué pour différentes raisons, après différents profils de personnes. Et oui, je ne l'ai pas passé, mais c'est pas grave. Je peux retirer, Pardon. Tu rajoutes le contact à la fin si tu veux. Okay.
Et donc, c'était une difficulté on a vu tout de suite pour certaines. Donc, d'où il y a une partie de jeunes qui on n'arrive pas, on a perdu le contact une fois ils sont venus première fois, ou d'autres qui sont jamais venus, qui ont été signalés, on avait des signalements par la ligne 37, par d'autres partenaires pour un accompagnement au sol, mais on n'a jamais pu le faire venir jusqu'au Vinatier au sol. Donc, cette difficulté, on essaie du côté d'Argélie, je propose souvent aux partenaires d'intervenir sur place, c'est-à-dire de me déplacer, d'aller à l'institution d'hébergement ou d'accompagnement pour rencontrer, pour voir le jeune sur place et lui parler de Darceli là-bas avant de lui proposer un rendez-vous au Vinatier. Essayer quelque part de dédramatiser ou déstigmatiser l'hôpital psychiatrique et en accompagnement en prise en charge en addictologie. Voilà, donc ça c'est un premier point. Après, peut-être que vous en avez d'autres. Oui, c'est vrai que je suis aussi d'accord avec effectivement ce point sur les représentations, surtout que nous, c'est un peu particulier. Enfin, parce que tout le monde n'est pas lyonnais, donc on va peut-être mettre aussi un peu le contexte. À Lyon, il y a l'hôpital du Vinatier, qui est le grand hôpital psychiatrique, et c'est vrai que c'est vraiment bien identifié comme l'hôpital des fous, si on reprend un peu les termes des jeunes. Et donc, effectivement, il faut passer les grilles de l'hôpital des fous, si vraiment on prend ça. Et donc, ça demande effectivement un bon travail en amont pour venir déconstruire ça et les faire venir jusqu'à ce lieu qui est quand même assez emblématique où, mine de rien, ils ont vu certains de leurs amis partir parce qu'ils ont fait des grosses décompensations. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez ancrées et malheureusement, on est obligé de jouer avec sur les locaux de la permanence, en tout cas. Donc, ils sont, voilà. Oui, je reprends. Nous, sur le trajet parce que nous, on intervient sur un quartier de Lyon bien ciblé. Ça s'appelle ligne 37 pour le 3e et le 7e arrondissement. Il faut savoir que le 3e et le 7e est séparé par un passage piéton. Donc, c'est très réduit et sur une autre place qu'on appelle la place Mazagran. Du coup, nous, ce qu'on s'attachait, c'est pas dire tout de suite que c'était un hôpital psychiatrique. Après, il y en a beaucoup, du coup, au fur et à mesure qui savaient que c'était un hôpital psy. On s'attache sur le trajet ou en amont, mais en général, c'est surtout sur le trajet, parce que à partir du moment où c'est avec nous dans le bus ou dans le métro, c'est que déjà, même si oui, mais on va chez les fous. Ouais. Ils sont déjà avec nous, déjà sur le trajet. Et donc, du coup, effectivement, de déconstruire cette image. Et moi, j'utilisais un peu l'argument, non, non, mais on va pas au fond, parce que du coup, les locaux, ils sont quand même assez proches de la sortie. Et donc, pour les rassurer, voilà, leur dire, non, non, mais on va pas au fond, c'est juste là, c'est un service particulier. Pour nous, les freins, pour l'équipe Ligne 37, le frein, c'est le lieu de répit qu'on n'a pas encore, qu'on était censé avoir depuis un petit moment, mais bon, voilà, après ça se passe au-dessus. On l'a pas encore, donc du coup, c'est un peu compliqué, par exemple, de faire des entretiens ou de prendre du temps avec des jeunes en rue, surtout que sur cette place, tout va très vite, il y a beaucoup de bruit, il y a très souvent la police. Voilà, donc on a un bar ressources, mais voilà, le frein, c'est qu'on attend vraiment pour le coup ce lieu de répit qu'on veut co-construire avec les jeunes. Voilà, ça serait leur lieu de répit, leur lieu à eux, avec leur déco, quelque chose qui va leur appartenir quelque part un peu, qui possède un peu les murs. Et les leviers, c'est la connaissance du public, du parcours migratoire. Pour ça, on a eu de l'aide de rapports, comme le rapport, alors j'ai oublié le nom, il y a un autre, j'ai oublié le nom. C'est synthèse. Mais du coup, voilà, il y avait eu des études qui ont été faites qui ont été faites sur le terrain en amont qui nous ont pas mal aidés. On a rencontré nos homologues parisiens qui s'appellent Hors la rue, qui font ça depuis 20 ans sur la région parisienne. La différence avec Hors la rue, c'est qu'Hors la rue, ils s'occupent exclusivement des mineurs et que nous, on va jusqu'à 30 ans. Et aussi la connaissance des institutions. Je crois que c'est important et des partenaires et des structures qui existent pour pouvoir faire un peu appel à tout le monde, faire un peu parfois bouger les lignes pour ces jeunes-là.
les regards croisés aussi de tout le monde, que ça soit l'éduc PJJ, elle va beaucoup nous aider sur les lois, sur les subtilités judiciaires. L'éduc arabophone, bah, lui vient de l'ASE, donc en tout cas pour les MNA, c'est les mineurs non accompagnés, ou même sur les contrats jeunes majeurs, il a apporté des subtilités où on a pu débloquer des situations grâce à ça, grâce à ses connaissances. La psychologue, l'ancienne, était spécialiste des psychotraumas. Je crois que la nouvelle aussi, voilà, pas mal nous aider, en tout cas, à avoir un œil aiguisé en rue sur les traumatismes, psychotraumas. La médecin, voilà, elle nous a une aide précieuse, même si elle est là que le mardi après-midi. Du coup, moi, j'ai un parcours de rue et de santé mentale et d'addiction. Euh, voilà, les connaissances de chacun et surtout la connaissance du public, la connaissance de la temporalité, de savoir qui dort mal à la rue, que c'est compliqué. Tout ça, c'est les leviers pour une prise en charge au mieux, en tout cas pour ces jeunes-là. Voilà. Même si on sait qu'on ne fera pas de miracle sur les questions de l'hébergement, c'est très très compliqué. Euh, mais bon, voilà. En tout cas, pour le soin, on est pas mal aidé du coup. Pour le soin. Voilà. C'est vrai que alors, là, sur la permanence de soins, je dirais que l'une des difficultés qui est quand même importante, c'est que l'hôpital, c'est quand même une grosse institution et que ils ont pas forcément enfin, ils sont confrontés à pas mal d'institutions, mais et je dirais que c'est des fois ça qui est compliqué, de gérer l'attente, de gérer les demandes, tout en étant dans une grosse machine qui laisse quand même une certaine liberté, mais qui a quand même ses règles aussi. Et je dirais que c'est peut-être là où des fois on s'est senti un peu en difficulté parce que euh, notamment aussi des fois un peu débordés parce qu'ils viennent en groupe, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où ça a été bien identifié qu'on était à un endroit où ils pouvaient venir et du coup ils sont venus, mais ils sont venus à plusieurs et ils sont venus faire jouer des dynamiques de groupe que déjà en addicto on n'a pas forcément l'habitude de gérer parce que on va pas voir son addictologue avec tous ses amis. En tout cas, c'est pas quelque chose que moi j'ai beaucoup vu dans mon expérience. Et là, il y avait vraiment la question du secret médical, qui n'est pas quelque chose qui est très clair pour eux. La question de, il faut faire une prise de sang, mais va expliquer qu'il faut faire la prise de sang et que déconstruire toutes les représentations qu'il peut y avoir derrière de on m'a volé mon sang, on m'a injecté quelque chose. Et on n'a pas toujours le temps aussi de le faire, je dois avouer, parce que c'est une permanence où on n'a pas tellement de contrôle sur qui on voit. Donc, des fois, on essaie de poser à chaque fois les choses en consultation, mais une fois qu'on n'est plus dans le box de consultation, ça peut donner l'impression d'être un peu à la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette salle d'attente, et donc des fois, ça peut être aussi un peu en ébullition, et faire monter un peu les esprits. On n'a jamais eu de problème de violence, mais en tout cas, ça vient... eux, leur faire activer des schémas qu'ils activent parfois à la rue et qui, du coup, nous mettent aussi parfois en difficulté parce qu'on se retrouve en difficulté pour faire du soin, en fait, tout simplement, parce qu'ils se mettent en schéma. On est un groupe homogène et on n'a plus d'individualité, alors que nous, c'est ce qu'on essaie de déconstruire aussi un peu, à leur parler à eux, spécifiquement à eux, à comprendre le rapport que eux, ils ont avec leurs produits et pas le rapport que eux, ils ont à travers tout le groupe et toute la dynamique, des fois, ils viennent le faire jouer. Et ça, c'est compliqué parce que ce groupe-là, c'est les seuls liens sociaux qu'ils ont. Ils font pas confiance à ce groupe-là. Donc voilà, il y a plein de dynamiques là-dessus qui viennent être jouées. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on s'attache aussi à faire des groupes pour qu'ils puissent parler entre eux, parce que c'est quand même les premiers concernés, mais dans un endroit où ils sont apaisés, où ils peuvent essayer un peu de se faire confiance, parce que la confiance en eux et qu'ils peuvent avoir entre eux, c'est vraiment un enjeu. Enfin, voilà, on parlait de violence, mais en fait, c'est entre eux qui se poignardent. Enfin, voilà, et c'est vrai que c'est quand même des enjeux qui sont importants. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de travailler, qui sont pas faciles. Mais voilà, c'est petit à petit. Peut-être un autre élément aussi, que c'est un parallèle de tout ça, ça fait partie des difficultés qu'on a, surtout, je pense, Aurélie Lanceux et moi, qu'on travaille sur rendez-vous souvent. Et c'est qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui ne sont pas honorés. Hein. Donc, du coup, quand on a commencé, j'ai commencé à travailler avec ce public pour le dispositif d'Argélie, je savais qu'il y aura beaucoup de rendez-vous non honorés.
Et c'est juste que parfois, on a besoin d'organiser. Il y a des rendez-vous, on prépare aussi une orientation, on sollicite d'autres partenaires, l'interprète aussi parfois. Et ça peut être frustrant hein, de pas que la personne ne vient pas au rendez-vous. Ça nous arrive très souvent. Et en même temps, pour autant, on a mis en place, on essaie de s'adapter à cette réalité et puis de reproposer un Ouais. rendez-vous avec les jeunes, même s'il n'a pas honoré deux, trois rendez-vous. Oui. Et ça, c'est une réalité qui est pas facile à accepter souvent dans le milieu ordinaire, hein, je Oui. dirais, Mm. et qu'on a mis en place pour qu'on puisse quand même créer ces liens. Et moi, j'ai remarqué, je parle de cette difficulté parce que j'ai remarqué que pour certaines personnes, quand on a reproposé un rendez-vous après deux, trois rendez-vous non honorés, et puis sans le juger pour leur Mm. absence, j'ai remarqué qu'ils ont mis plus d'efforts après Oui. d'honorer des rendez-vous de Oui. suite. Oui. Hein, là, ça peut marcher aussi Oui. Oui. dans cette création de confiance Oui. entre nous et de voir que, bon, Oui. je suis rejeté de partout, mais là, Oui. même si je ne veux pas le rendez-vous, je suis encore accepté. Oui. Ils ne vont pas me mettre dehors. Oui. Oui, ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai pu le remarquer dans mon parcours, par exemple, quand on dort à la rue, on n'a plus du tout de repères temporels, on ne sait pas quel jour il est, on ne sait pas quelle heure il est. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Et d'avoir des travailleurs sociaux ou des médecins qui disent, bah, c'est pas grave, ça permet aussi d'insuffler un petit pouvoir d'agir à la personne. Mm. Et ça, c'est quand même super important. Euh, voilà, non-jugement, ça décante, ça permet de réhumaniser, je trouve, même si la personne elle est à la rue, ça permet de réhumaniser parce que du coup, elle se sent pas, elle a moins de culpabilité. Et effectivement, nous aussi, enfin, moi, j'ai jamais eu aucun problème, il n'y a pas de rendez-vous, c'est pas grave, on s'arrange. Euh, et oui, effectivement, on remarque ça souvent avec des jeunes, une fois, ils viennent pas, deux fois, ils s'excusent. Non, non, mais il n'y a pas de problème, c'est pas grave, on comprend, on sait que tu es dehors, on sait que tu es en squat, c'est très compliqué. Souvent, ils ont perdu leur téléphone, ils se sont fait voler leur téléphone, on n'a plus les bons numéros. Et après, voilà, ça permet, ils rappellent d'eux-mêmes, ils rappellent leur rendez-vous, ils reprennent rendez-vous, ils se souviennent qu'ils ont rendez-vous, ils savent plus pourquoi, mais ils se souviennent. Et voilà, c'est vraiment ça le non-jugement. euh, Ça permet d'insuffler un petit pouvoir d'agir comme ça et c'est pas négligeable, je pense, voilà, avec ces jeunes. Mais je pense de le prouver, de le montrer Mm, on comprend leurs difficultés et ça aide à se mettre, à créer une relation de confiance. Et c'est la base après pour l'accompagnement vers le soin de ce type, hein, comme la dictologie. Et oui, c'est pas toujours facile dans certaines équipes où il y a des travailleurs sociaux qui sont très cadrés ou très formatés ou qui ont été dans des dispositifs très réglementés. Euh, voilà, sur ce genre de projet expérimental, c'est là où l'équipe, elle doit aussi des fois parfois former les collègues de ouais, mais en fait, c'est pas grave s'il vient pas, peut-être il a une galère, tu sais pas. Il y en a eu un jeune une fois où voilà, j'ai des collègues qui étaient moins patientes que moi et en fait le mec il allait chercher ses affaires à Vaud, il prend le métro en fraude. Alors déjà Vaud jusqu'à la Guille, franchement il y a quand même un petit trajet, déjà c'est un peu loin, donc si en plus il prend en faute, qu'il y a les contrôleurs, il a pas ses papiers, ils appellent les flics, enfin bon voilà, faut bien aussi se mettre un peu à la place de l'autre pour certaines équipes, en tout cas je parle en rue, en tout cas ça c'est très important je trouve. Ça permet de faire avancer les choses, quoi, se mettre un peu à la place de ces jeunes-là, se dire, bon, bah, ok, peut-être une galère, on va plus s'inquiéter de savoir s'il va bien ou s'il n'a pas eu un contrôle un peu violent ou des trucs comme ça, que plutôt lui dire, ouais, t'étais en retard, quoi, parce que là, du coup, peut-être qu'il va se décourager, qu'il va plus jamais revenir ou rappeler. Euh, et effectivement, ça crée un lien de confiance où moi, nous, même maintenant, quand on se demande où est un jeune, parce qu'on le retrouve ni sur la place, ni au SUAL, ni à Darjeeling, ni dans aucune structure
et ben en fait, il y a des jeunes qui viennent nous voir, mais si en fait il est au CRA, mais si en fait il est parti à Zurich, hein, maintenant il est à Barcelone, et du coup nous ça nous permet de se rassurer ou de savoir où il est. Par exemple, si on doit annuler des rendez-vous parce qu'il est loin ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça, ces méthodes-là, en fait, ces postures-là, elles permettent quand même de créer un lien de confiance, quoi. Même des jeunes qui viennent nous voir en disant, lui, il est mineur, faut l'emmener au CMAE. Donc voilà, on fonctionne comme ça, comme ça, et ça nous aide beaucoup dans le suivi, dans l'accès aux soins. Voilà. Et au Dargeli aussi, ça nous est arrivé plusieurs fois de, de- d'informer le partenaire d'accompagnement et de différents, même la ligne 37 parfois, mais c'était dans l'inverse aussi plusieurs fois, sur des nouvelles qu'on avait sur une personne qui est partie ou se trouvait au CRA. Ou, et aussi de pouvoir justifier auprès du partenaire, surtout de soins, et l'absence de rendez-vous non honoré de la personne, parce que la personne ne va pas le faire elle-même. Il a autre chose à penser, puis il n'aurait pas osé peut-être. Du coup, on a juste ce rôle-là de se mettre en contact avec le médecin, le dentiste, le psychiatre pour dire qu'il n'a pas pu venir et essayer d'expliquer pourquoi il n'a pas pu venir et négocier pour avoir un autre rendez-vous.